Bonjour. On va terminer la matinée, et je suis ravi de le faire, on va terminer la matinée en faisant un pas de côté. Et pour faire un pas de côté, qui de mieux qu'une philosophe pour réinventer l'avenir? Donc j'ai le plaisir d'accueillir Gabrielle Alperne, qui a commis cet ouvrage Tous sans tort. Gabrielle, merci beaucoup d'être avec nous sur Tech & Fest. Je vous laisse vous asseoir, le gris, le bleu, vous prenez le canapé que vous voulez. Moi, je m'installe ici. Je pose votre livre là, comme ça. Il ne tient pas, c'est pas grave. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Selon vous, la grande tendance du monde de demain, c'est l'hybridation. Alors, si vous pouvez le dire, c'est parce que vous travaillez le sujet depuis 15 ans, donc vous avez de quoi dire. Mais expliquez-nous à quoi vous le voyez. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je vais juste définir en quelques mots ce que j'entends par hybridation. Pour moi, c'est vraiment cette idée de créer des ponts entre les mondes. C'est un peu cette idée de mariage improbable, c'est-à-dire le fait de mettre ensemble des métiers, des compétences, des arts, des sciences, des secteurs qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais qui justement mis ensemble vont permettre de créer quelque chose de nouveau. Alors des métiers nouveaux, des modèles de gouvernance nouveaux, de nouveaux territoires, etc., etc. Je vous donne quelques exemples très concrets parce qu'en fait, si pour moi c'est la grande tendance du monde qui vient, c'est parce qu'à mon sens, on voit autour de nous qu'il y a plein de petits signaux faibles d'hybridation. Quelques exemples. On voit ces exemples d'hybridation, enfin ces signaux faibles d'hybridation à l'échelle des territoires. Par exemple, on voit se démultiplier un peu partout autour de nous ce qu'on appelle des tiers-lieux dans lesquels on va trouver pêle-mêle une épicerie solidaire, un incubateur de start-up, une crèche et une résidence d'artistes. Et donc tout ça dans une hybridation de public, d'usage, de génération, de secteurs. On voit que cette hybridation va également toucher les secteurs. Exemple, on voit des rapprochements un peu improbables entre des fabricants de voitures et le secteur sanitaire, en se disant que la voiture de demain, la voiture vraiment hybride de demain, pourrait peut-être être une cabine médicale à même de nous donner des informations sur notre état de santé, par exemple en nous donnant notre tension ou des choses comme ça. Et donc là, c'est une hybridation entre l'automobile et le sanitaire. Je vous donne encore un autre exemple. Une hybridation en fait entre les fonctions au sein des entreprises. Par exemple, jamais les directeurs de l'immobilier et les directeurs des ressources humaines n'ont autant travaillé ensemble ces derniers temps pour pouvoir penser les lieux de travail de demain. Et donc voilà, on voit plein de petits signaux faibles autour de nous. Et vraiment, encore une fois, pour moi, c'est le signe que c'est la grande tendance du monde qui vient. Et alors, on est dans un festival tech. En quoi le numérique, alors je ne sais pas s'il faut dire accélère ou favorise cette tendance? Alors évidemment, le numérique joue un rôle dans cette tendance d'hybridation, notamment parce qu'il remet un peu en question une vieille logique que nous avions. Par exemple, une chose est une chose peut être absente ou présente. On ne peut pas être à la fois absent et présent. On voit bien que le numérique, avec par exemple les visioconférences, nous permettent d'avoir le don d'ubiquité, nous permettent de mettre du contradictoire. On peut être là et pas là. Une chose peut être ça et autre chose aussi. Donc on voit bien effectivement cet apport du numérique. Par ailleurs, ce qui est intéressant avec les nouvelles technologies, c'est qu'elles viennent finalement réunir ou associer, réconcilier des secteurs, des métiers, des fonctions qui s'étaient peut-être un peu éloignés avec le temps. Et je vous donne un dernier exemple. On disait avant qu'on était dans une société industrielle. Maintenant, on dit qu'on est dans une société de services. Et on voit bien maintenant qu'il y a une hybridation justement entre l'industriel, le serviciel. On voit par exemple des bâtiments serviciels émerger. Donc on voit bien que le numérique peut jouer effectivement un rôle dans cette tendance en l'accélérant. Je ne l'ai pas dit en introduction, j'étais pressé de vous accueillir, mais vous avez aussi par le passé co-dirigé un incubateur de start-up. Donc quand vous parlez entreprise, vous savez de quoi vous parlez. En quoi, selon vous, les entreprises doivent se saisir du sujet ou dit autrement, pourquoi il est urgent que cette hybridation se développe et gagne les entreprises? Bien, parce qu'en fait, notre société crève des silos. En fait, l'être humain a développé une hyper-rationalité qui fait que finalement, notre cerveau, avec le temps, s'est un peu transformé en usine de production massive de cases. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on passe nos journées à faire ça. Alors, il y a des métiers manuels, des métiers intellectuels, il y a les jeunes, et puis il y a ceux que l'on appelle les seniors, il y a les start-upers, les agriculteurs, les industriels. Enfin,
En fait, on passe notre temps à enfermer tout et tout le monde dans des cases et ce faisant, on crée des frontières absurdes et artificielles entre les secteurs, entre les activités, entre les métiers, entre les générations, entre les citoyens. Et donc c'est là où c'est intéressant et en quoi justement l'hybridation est et pas seulement un travail de recherche, ou en tout cas une tendance, c'est un projet de société. Et on voit bien que justement les entreprises qui vont faire œuvre d'hybridation en réconciliant justement les métiers, en réconciliant les compétences, en réconciliant les générations. On voit bien dans les entreprises, il y a parfois un choc de génération. Donc c'est finalement toutes ces réconciliations, si les entreprises parviennent à œuvrer dans cette hybridation, effectivement, on pourra parvenir à créer des ponts entre les mondes. Et notamment sur le grand enjeu de la transition écologique. Je vous donne un exemple très concret. Jusqu'à maintenant, un directeur financier, c'était un directeur financier. Et un directeur de la RSE, c'était un directeur de la RSE. Mais on voit bien que si les entreprises veulent jouer un rôle sociétal, eh bien, petit à petit, il va y avoir une forme de convergence entre les directeurs financiers et les directeurs de la RSE. Et le directeur financier de demain va devoir apprendre à devenir également un directeur extra-financier. Ça veut dire que ces hybridations, justement, entre une performance économique et une performance sociale, territoriale, etc., vont devoir être mises en œuvre. C'est finalement un super facteur d'innovation, l'hybridation. Oui, tout à fait. Et c'est un facteur d'innovation au sens où l'hybridation, ce n'est pas juste une molle synthèse. L'hybridation, pour y parvenir, il faut un sacré esprit de transgression. C'est vraiment cette idée de transgresser les petites frontières mentales et physiques que nous avons passé des siècles à construire, encore une fois, entre les générations, entre les secteurs, entre les citoyens, entre les métiers. Et donc, pour y parvenir, il va falloir effectivement aussi faire preuve d'imagination. Je vous donne un exemple très concret. Là, récemment, il y a un artiste plasticien qui s'appelle Jérémy Gobet, qui, en travaillant avec des chercheurs, des ingénieurs, a mis au point une dentelle qui permet de servir de tuteur autour du corail pour le régénérer. Et cet exemple est génial parce qu'on voit que finalement, on se demande d'où les solutions écologiques parviendront. Et finalement, eh bien, on voit qu'un artiste plasticien, en travaillant avec des ingénieurs et des chercheurs, en tout cas met au point une solution qui semble très intéressante à explorer. C'est bien cette idée-là d'hybridation qui est à l'œuvre. Je rebondis sur ce que vous dites. Tout à l'heure, vous avez parlé de lien entre les générations. C'est pas sur votre fiche. Vous avez parlé de lien entre les générations. Est-ce que c'est un truc de jeunes et les vieux vont regarder, les vieux de mon âge vont regarder ça en disant c'est la nouvelle génération, moi j'attends la retraite dans mon coin, ou est-ce que ça peut être un facteur de, alors vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais de reconnexion entre les générations? C'est pas qu'un truc de jeunes, quoi. Non, alors absolument pas. Et puis en plus, il y a beaucoup de vieux jeunes autour de nous aussi. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'on est jeune que l'on a forcément justement ce que j'appelle cet esprit du centaure. Le centaure, donc figure hybride par excellence, qui a un pied dans plusieurs mondes. C'est pas du tout une question d'âge, c'est pas une question de génération, c'est une question d'éducation, c'est une question d'état d'esprit. En fait, au-delà de tout, l'hybridation, en fait, c'est cette curiosité. Cet esprit de curiosité, sortir de son petit monde et s'intéresser un peu aux autres et à ce que l'on ne connaît pas. J'ai rarement une philosophe sous la main. J'en profite. On a parlé beaucoup depuis hier d'IA et on n'est pas les seuls à en parler. Oui, je suis intéressé pour avoir votre regard de philosophe. On parle beaucoup de craintes, mais aussi d'enjeux. Voilà, on est en fin de matinée, on fait un pas de côté, on souffle. Quel est votre regard, vous, sur l'IA ? Alors, c'est toujours compliqué parce que lorsqu'il est question d'intelligence artificielle, on a l'impression que dès le départ, il faut choisir son camp. Il y a les technophiles et les technophobes. Bon, moi, je suis ni l'un ni l'autre. En fait, je suis anthropophile. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'intelligence artificielle dit de l'être humain. Qu'est-ce que ça révèle de nos désirs, de nos angoisses, de nos angles morts, de nos obsessions? C'est ça qui est intéressant à explorer en tant que philosophe. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée d'inventer l'intelligence artificielle? Alors juste, si on fait un petit peu d'histoire de l'humanité, si on réfléchit quand même, l'être humain, lorsqu'il a été jeté dans le monde, on voit qu'il n'a pas été vraiment gâté par la nature. Je veux dire, il n'a pas de griffes, il n'a pas de cornes, il n'a pas d'ailes, enfin, il n'a quand même pas grand-chose par rapport aux autres animaux. En revanche, il a des mains et un cerveau. Ça, c'est le philosophe Emmanuel Kant qui le rappelle. Et donc, finalement, avec ses mains et son cerveau, il va développer des outils. Des outils pour pouvoir survivre, pour pouvoir comprendre le monde qui l'entoure et pour pouvoir rendre le monde un petit peu plus prévisible. Donc finalement, tous ces outils, c'est d'abord répondre à cette angoisse que l'être humain a lorsqu'il est jeté dans le monde. Et finalement, il y a le silex, il y a le marteau, il y a le stéthoscope, et puis
petit à petit à cette intelligence artificielle. La question, c'est que est-ce qu'on est encore dans un moment d'angoisse de survie, voilà, ou est-ce que justement le rapport de force ne s'est pas inversé avec l'être humain qui a effectivement peut-être maintenant un peu plus de force que les autres animaux? Donc, ce qui est intéressant avec ce détour par l'histoire, l'histoire des idées, c'est qu'on voit le symbole que constitue l'intelligence artificielle pour l'être humain, l'importance que ça a pour nous. Et c'est un double symbole. Parce que j'aimerais cette fois-ci faire une autre référence, convoquer un autre imaginaire. On a tous en tête le livre de la Genèse dans la Bible, où finalement, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, on leur a lancé 2 malédictions. La première, c'est la malédiction de la mort. Ils vont être mortels, ils vont devoir mourir. Voilà. Avant, ils étaient immortels. Mais là, la mort. La deuxième malédiction, c'est le fait de travailler à la sueur de son front. 2 malédictions, donc la mort et le travail. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on voit que finalement, elle vient essayer de contourner ces 2 malédictions. Le sujet de la mort, et on voit toutes les approches transhumanistes, comment est-ce qu'on va tuer la mort, et la question du travail, comment est-ce que l'on va pouvoir automatiser le plus de tâches possibles pour avoir un tout petit peu moins à travailler à la sueur de nos fronts. Donc c'est intéressant parce que je pense que là, l'humanité est confrontée à cette question. Est-ce que on parvient finalement à contourner ces 2 malédictions, mais est-ce que du coup ça en fait pour autant l'intelligence artificielle une véritable bénédiction? Et ça, pour le coup, la question est lancée. Et on en rediscutera encore sans doute beaucoup. Avant de vous laisser aller déjeuner, je vous écoute depuis 5 minutes, puis je vous regarde, vous avez un sourire gigantesque. Vous avez l'air d'avoir un optimisme pour l'avenir, d'être très, je ne sais pas si on peut dire confiante, mais quel est votre secret ou quelles sont vos raisons finalement d'avoir le sourire? Alors, optimiste, ça, oui, au sens où... excusez-moi pour l'expression, je ne sais plus quel écrivain disait celui qui désespère ses contemporains est un salaud. Et malheureusement, il y en a beaucoup autour de nous. Effectivement, oui, c'est sûr que si l'on regarde autour de nous, il y a effectivement beaucoup de raisons de désespérer. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que philosophe, c'est pas de venir apporter ma voix effectivement à tout ce cœur pessimiste. Ça n'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse en tant que philosophe, c'est justement d'essayer d'éclairer ces petits signaux faibles, ces leviers d'action, et se dire finalement, où va-t-on pouvoir agir? Comment va-t-on pouvoir agir? Et qu'est-ce qui va pouvoir nous donner des raisons d'espérer? Et finalement, ce qui fait que j'ai une foi en l'être humain et en l'avenir, c'est parce que je passe pas ma vie dans le monde des idées ou dans mon laboratoire de recherche. En fait, je passe ma vie à parcourir toute la France, à la rencontre de plein de Français, à parler avec des agriculteurs, des travailleurs du médico-social, des start-upers, des maires, des élus locaux qui font beaucoup de choses pour leur territoire. Et finalement, quand je vois toutes ces petites initiatives, cet esprit d'initiative, un peu de transgression, on se dit, certes, le monde va mal, mais on ne va pas se laisser désespérer pour autant, et on va se bouger, et on va essayer de réparer le monde là où on est. C'est ça qui me donne des raisons d'espérer. Et si je pouvais terminer avec peut-être une référence qui m'inspire beaucoup. Vous savez, il y a un vieux débat philosophique. Les philosophes se demandent ce qui différencie l'être humain des autres animaux. Alors, Aristote disait que l'être humain est un animal politique, sauf que, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres animaux qui font de la politique. Marcel Mauss, lui, disait l'être humain, c'est un animal cuisinier, mais il y a d'autres animaux qui font de la cuisine. Et il y a Saint-Augustin, qui lui disait l'être humain a été créé pour qu'il y ait du commencement. Et je trouve que cette idée-là, l'être humain a été créé pour qu'il y ait du commencement, cette idée de se dire finalement, l'être humain, c'est l'animal qui est chargé d'apporter du commencement dans le monde, de l'initiative. C'est lui qui est chargé d'apporter de l'action, de commencer, d'entreprendre. Voilà. Et c'est ça qui finalement me donne foi en l'humanité, cette capacité et cette éternelle capacité justement de commencement et de recommencement. Soyez bons et les temps seront bons, c'est ça ? Pardon, j'ai pas entendu. Soyez bons et les temps seront bons, c'est ça, non? Alors oui, ou alors j'en ai une autre, Épictète, seul le meilleur dépend de nous. Merci beaucoup, Gabriel, d'être venu partager ça et ouvrir un peu ouvrir cette matinée, la terminer, mais aussi ouvrir notre réflexion. C'était passionnant. Un grand merci Gabriel, d'être venu. Et il y a plein de bonnes choses à découvrir sur Tech N Fest. Merci beaucoup.